Les choses Bon. commencent maintenant. Les choses commencent maintenant. On s'est pas mal chauffé en réalité depuis quelques minutes. Exactement. On s'est chauffé d'ailleurs pour la curiosité si un jour on publie vraiment ce qu'on est en train de faire là. On s'est chauffé avec une conversation sur The Witcher. Voilà, pour ceux qui... Très bonne conversation au passage. Ouais, intéressante. Et toi, du coup, tu me disais que tu avais un sujet. Exprime ton sujet. Alors, en gros, je suis arrivé avec un sujet pour le premier podcast qui, je pense, est extrêmement chaud et continue à faire parler de lui depuis que je suis arrivé sur LinkedIn et encore aujourd'hui parce que c'est un sujet qui divise encore énormément. C'est a-t-on besoin de coder proprement pour lancer un produit de start-up? A-t-on besoin dès le départ de mettre en place des bonnes pratiques de programmation, comme celles dont on parle régulièrement sur LinkedIn, comme le test-driven development, le domain-driven design, le clean code, les tests, etc. A-t-on besoin d'une bonne discipline de développement dès le départ lorsqu'on lance une startup? Et quand je dis dès le départ, c'est vraiment le jour 1 où on s'est dit, hop, j'ai une idée de startup, j'ai envie de lancer ce projet-là. Donc, on n'a rien, on ne sait pas si le produit va fonctionner, on n'a pas de product market fit, on n'a pas forcément d'équipe, genre on est peut-être que deux, donc on est vraiment à poil dès le départ. Étape zéro. Voilà, exactement. Bon, déjà, avant même de parler du sujet, on peut dire que je ne pense pas que le sujet divise autant qu'on le croit. On peut parler de comment on parle du sujet avant même de parler du sujet. Tu disais sur LinkedIn, c'est parfois clivant. Mm. Il faut aussi qu'on vienne cadrer les choses. Il faut qu'on vienne dire, en fait, qu'est-ce qu'on entend dans cette fameuse startup. Tu en as donné déjà un premier cadre. Qu'est-ce qu'on entend par coder? Qu'est-ce qu'on entend par faire les choses bien? Tu as encore donné un cadre supplémentaire qui est une architecture TDD, etc. etc. Euh, donc, pour bien être certain qu'on comprenne le sujet ici, on repart du cadre d'une boîte qui se lance, qui entrevoit déjà de potentiels besoins sur lesquels on pourrait fabriquer un produit, ou plusieurs, Mhm. mais admettons un dans un premier temps, qui n'a pas encore eu quelconque contact avec des clients, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est à l'état d'une idée, à l'état de Ouais, zéro. Euh, si on doit donner un exemple, j'ai l'hypothèse que les gens ont besoin d'un SaaS qui leur permet de se faire livrer une pomme par jour. C'est une idée. J'imagine un deuxième exemple, petit module que les gens aimeraient acheter pour avoir ce petit module chez eux. Et ce petit module leur permettrait automatiquement, quand le module détecte que tu travailles le matin, de te dire, écoute, aujourd'hui la météo c'est ça, je te recommande tel vêtement. Voilà. C'est deux exemples qui sont un petit peu différents, mais en tout cas, derrière, il y a une construction de produit. Pour construire ce produit tel que la personne l'imagine, tel que le founder l'imagine, euh, il y a un premier réflexe, qui est le code. Avec ce cadre-là, on peut rajouter un autre cadre qui est, tu peux venir me contredire, euh, la personne qui a l'idée est rarement la personne qui va construire. c'est vrai. La C'est de mon personne, expérience, c'est vrai. ouais, on va mettre des mots sur ces gens-là. La personne qui a l'idée, communément, c'est le founder, Mhm. le CEO. D'ailleurs, on peut faire la distinction entre founder et CEO, même si c'est commun. S'il y a de multiples founders, on remarque souvent qu'on a un founder qui est business, un founder qui est technique. D'ailleurs, le founder business et le founder technique sont tous les deux en partage de la responsabilité qui se greffe entre les deux, qui est la responsabilité produit. Le grand mot produit. Euh, et dans le contexte, du coup, il n'y a qu'un solo founder qui est business, alors la personne qui construit sera soit un founding engineer, Mhm. soit un CTO dès le premier jour, ou en tout cas après un certain temps de tentative de recrutement de ce CTO, soit une agence de prestation, une agence web, peu importe comment tu vas appeler ça, soit un freelance. Je crois qu'on a fait un petit peu tout le tour du commun de l'étape Oui, zéro d'une boîte, en tout cas en termes complètement. de gens. Complètement. Je rajouterai juste une petite parenthèse, une piste à envisager, peut-être même la piste qu'il faudrait envisager systématiquement. C'est celle où tu ne valides pas, enfin, tu ne crées pas directement le produit, mais tu crées quelque chose qui se substitue au produit pour vérifier que le produit a un marché auquel s'attaquer.
Ben, Ça, ça, c'est... c'est la prochaine étape pour moi. Ouais. Ça, c'est la Ok. prochaine étape. Dans le discours que tu tenais, tu fais l'hypothèse qu'il existe deux grands extrêmes. Mhm. Tu fais l'hypothèse qu'il existe le grand extrême des gens qui disent non, non, non. En plus de coder bien, et on viendra définir ce que veut dire bien, Oui, il faut coder déjà. Pour coder bien, tout il à faut fait. coder. Il faut absolument qu'on développe la chose pour la vendre. Tout à Et il fait. y a un deuxième extrême qui est on ne doit pas vendre ce que l'on n'a pas, tout simplement parce que vendre en soi n'est déjà pas la réponse à est-ce que les gens en ont besoin. Je pense qu'il y a un amalgame entre ces deux choses, mais Mhm. que j'ai réussi à vendre ne veut pas dire que les gens en ont réellement besoin. Tout à Sinon, fait. on pourra voir ce sujet un petit peu plus tard, mais sinon, en fait, il n'y aurait pas réellement de, de processus produit, d'aller récupérer le feedback, même post-vente. On se dirait juste, ah, s'il l'a pris, c'est qu'il en a besoin. Exactement. Ok. Donc il y a plein de nuances à donner et on peut pas être. Mais en tout cas, dans le discours, il y a une hypothèse qu'il existe deux extrêmes. À titre personnel, je n'ai jamais rencontré ni eu vent de quelconque opinion de l'extrême qui dirait que l'on doit fabriquer avant de vendre. Pour autant, je l'ai vu faire très souvent. C'est tout à fait vrai. Moi aussi. Ok. Malheureusement, je dirais même que c'est un des gros problèmes que l'on peut rencontrer dans le monde des startups et dans le développement, c'est le fait de se dire je ne peux absolument rien vendre tant que je n'ai pas quelque chose de vendable, tant que je n'ai pas le produit final en main. Et j'ai envie de dire, c'est pas forcément la première mission que tu as en tant que créateur de startup. Ta première mission, c'est d'abord de te dire, de valider le fait que la direction que tu veux prendre, le problème que tu as cru voir, tu le vois véritablement, il est confirmé. Mhm. Ouais. Pour moi, c'est en effet pour moi et d'autres. Je ne veux pas parler au nom de plusieurs personnes. Ici, je vais parler principalement en mon nom. Et si les gens ils partagent ce fait-là, alors tant mieux. S'ils ne le partagent pas, la discussion est ouverte. Mais Mhm. oui, je suis d'accord sur le fait que à un instant d'une boîte où il y a peu d'argent, potentiellement, parce que bon, c'est rare une boîte qui démarre et day one, Oui, ils ont 10 millions, un moi million. c'est sûr. Euh, on doit absolument répondre à la question, existe-t-il un besoin? Dans un autre monde qui est tout aussi valide, il existe des besoins évidents. Et dans un troisième monde tout autant valide, il existe de la création de besoins. Les gens Hmm. n'avaient pas besoin de ça, mais ça leur apporte quelque chose et le besoin se crée avec le temps. Personne Ça n'a me... besoin de machine à laver pour laver ses vêtements. Hmm. Pour autant, on a tous une machine à laver parce que ça vient jouer sur d'autres dimensions qui nous font dire aujourd'hui, je ne veux pas ne pas avoir de machine à laver. Ça me rappelle l'application Yop. Tu en as peut-être déjà entendu parler. C'est quoi ça déjà? Application dans laquelle tu peux envoyer une notification. Avec Ok, ça, le mec, il s'est fait des millions de dollars. ok, j'irai regarder, c'est intéressant. Tu dis que donc tu utilises ça pour illustrer le fait qu'il y ait un besoin derrière. Là, pour le coup, moi, je suis persuadé que c'est pas une question de besoin, c'est plutôt une question de. Des fois, le marketing, quand il est bien fait, il est capable de te faire adhérer à des choses dont tu n'as pas réellement besoin. Moi, ma question qui viendrait derrière est toujours dans une mouvance et un processus produit. Ma question, ce serait, combien y a-t-il eu de churn, en fait? Quel est le churn de ce truc-là? Parce que si ça a fait un spike, Oui, que c'est ça a ça. fait pas mal de pognon et que derrière, ça crève, C'est ça. ça vient peut-être lancer l'hypothèse qu'il n'y a pas réellement de besoin. Si ça avait un besoin, les gens, ils le garderaient. Non, non, ça a été une mode. Ça a duré Ouais, 3 mois, 6 mois, un an, et ça fait... ouais. Après, plus personne n'en a parlé. Donc, alors ça, c'est excellent d'ailleurs ce que tu viens tenter d'illustrer. Tu viens d'illustrer un phénomène. Ce phénomène, c'est pour qu'une boîte fonctionne, déjà il faut certaines choses et il faut même Mm. définir ce qu'on entend par fonctionner. Si ton objectif c'est de faire une tonne de pognon, on peut dire que l'application que tu cites a fonctionné. Si ton objectif, c'est de construire une user base que tu vas pouvoir ensuite transposer dans d'autres produits dans 5 ans, dans 10 ans, etc., alors là, on peut dire que l'application n'a pas réussi. L'important, Donc, c'est de toujours venir essayer de cadrer c'est quoi notre objectif. D'ailleurs, en venant cadrer quel est l'objectif, ça vient cadrer la stratégie qu'on va appliquer pour mettre à bien cet objectif. Mais là, on est en train d'aller dans tous les sens. C'est très commun pour toi et moi d'ailleurs d'aller dans ces. Et mais si on a déjà quand même un
un élément de réponse, tu vois, dans cet exemple-là, parce que la personne qui a lancé cette application, elle n'a pas fait de TDD, de clean code, de domaine driven design, etc. Elle a codé ce truc-là à l'arrache. Ça n'a pas été très long ni complexe. Ça s'est servi d'un buzz et ça a permis de générer énormément de cash, tu vois. Je pense que c'est bien de garder en tête cette exception Ouais. pour la suite de la réponse qu'on va apporter. Ouais, cette illustration-là. Ok, donc si on en revient à là où j'en étais, on a fait la distinction entre deux extrêmes, et moi, mon hypothèse, c'est qu'il y a un de ces extrêmes qui n'existe pas. Pour autant, on l'a vu dans pas mal d'endroits. Donc on peut déjà se poser une première question. Avant même de continuer sur faut-il, on peut se poser la question, comment est-ce que c'est, comment est-ce que ça arrive qu'autant de boîtes partent dans implémenter cet extrême sans y croire? Comment est-ce que c'est possible que quand tu demandes à quelqu'un est-ce qu'il faut fabriquer avant de vendre, de manière absolue, que la plupart des gens te répondent non et que pour autant la plupart des boîtes le fassent? Oh, c'est Euh, intéressant. c'est vraiment une question qui est très intéressante. Là aujourd'hui, j'ai zéro piste pour tenter de répondre à cette question. Mon premier sentiment, basé sur rien du tout, hormis des observations potentiellement anecdotiques de ma part, ce serait que le moment où tu démarres une boîte, il y a plein de choses qui vont venir t'influencer. Il y a pas mal de pressions qui vont Oui, s'appliquer sur ta boîte. oui. Et c'est d'ailleurs, je pense, les premiers moments auxquels tu vas te heurter à confondre output et outcome, l'impact et le volume de ce que tu sors. C'est là où les premières feature factory vont se fabriquer. Pour ceux qui sont pas familiers avec la notion de feature factory, c'est une boîte qui va favoriser le nombre de choses que l'on sort et non pas l'impact. Et on se retrouve donc avec tout un tas de défauts dans la production qui sont de l'ordre de faut sortir plus, alors que derrière, on n'a pas d'analyse de ce que l'on sort, on ne sait pas si ça a de l'impact, et on Hmm. se retrouve à juste sortir des choses encore et encore. Et Que le j'ai envie de dire que c'est peut-être un peu le mode par défaut de fonctionner de pas mal de boîtes que j'ai côtoyées. je fais la même observation. Ouais. Parce que j'ai Je- l'impression que les personnes qui sont incentivisées à guider, enfin les personnes pardon, qui ont une influence sur la façon dont le produit est développé, c'est-à-dire rarement les développeurs et malheureusement trop souvent plus des managers que des gens qui sont dans du produit, sont plus incentivisés à sortir de la quantité que à avoir un impact. L'incentive, c'est la stratégie d'incentive, c'est le résultat de quoi? C'est le reflet de quoi? Si je te dis, Anthony, plus tu sors de features, plus tu es incentivé. On s'en fiche de comment on va mettre un Mhm. incentive, soit monétaire, soit machin. T'as une prime. Par exemple, si je te demande ça, c'est Mhm. déjà, si on remonte le pourquoi, tu vois, on pose le why 5 fois, tu vois, on essaie de comprendre pourquoi je t'ai incentivé sur un truc pareil. Il y a forcément une cause à ça. Ah, il y a une croyance. Ok. Moi, c'est mon hypothèse principale. Ouais. La croyance, ce que j'appelle souvent la lubie, euh, c'est tu as quelqu'un qui, dans la dynamique de pouvoir d'une entreprise, applique le résultat de sa conviction qu'elle soit juste ou non d'ailleurs, qu'elle soit basée sur des faits observables ou sur de la pure lubie et du pur émotionnel. Cette personne va appliquer une conviction. Et cette conviction, par dynamique de pouvoir, les gens qui fabriquent vont rarement pouvoir la questionner. D'ailleurs, je pense qu'on sera d'accord pour dire que les meilleurs builders, les gens que toi et moi, on va considérer comme des sachants, des seniors, euh, c'est des gens qui sont profondément dans le questionnement et qui sont capables très très vite de voir les lubies. C'est des, C'est des gens qui sont no bullshit. on peut appeler ça comme ça. Le no bullshit, il est soumis à interprétation. C'est pour ça que j'essaye de descendre dans la description. Mais tu sais, on a vu un mème passer il y a pas longtemps. Moi, ce mème m'a fait rire. C'est un CEO ou un produit qui dit à un tech euh, euh,
montre-moi dis-moi quand est-ce que telle chose sera terminée, je veux des indicateurs. Et puis en face, c'était un même avec Oui, deux cowboys, tu vois. Et le deuxième, il répond, montre-moi le ROI des 5 dernières features. Et c'est un stand-off. Ce stand-off, il ne peut avoir lieu que dans une relation où la dynamique de pouvoir n'est pas fortement déséquilibrée. Le moment où tu as quelqu'un qui a de fortes convictions, qui monte sa boîte, qui veut fabriquer ce qu'il a dans la tête et qui te paye, la dynamique de pouvoir est particulière. tout à fait. Et elle pousse dans une certaine direction, ce qui fait que tu peux shielder un maximum, tenter de faire de la pédagogie, de la contre-conviction, de la tentative de convaincre, Ah, de l'explication de ton contexte à toi en tant que constructeur produit depuis des années. À un moment ou à un autre, l'effort est de ton côté. L'effort ne sera pas complètement. de la personne. On n'est pas en train de dire que la personne, on n'est pas en train de dire les founders sont machin, on n'est pas en train de créer des généralités. On est en train de dire que le contexte difficile d'un founder qui se prend 1000 pressions dans la tête de toutes parts et de multiples dimensions doit en même temps tenter de comprendre que les builders, ils ont leur contexte sur lesquels ils sont experts, et, euh, et que du coup, ce shield, cette tentative de dire attention, il y a quelque chose que tu vois pas et qui est important, qui vient s'opposer à la conviction profonde du founder, elle n'est pas négative. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez difficile à expliquer. En fait, ça va vraiment dépendre du self-awareness du founder à ce sujet-là. Je sais que j'ai souvent été amené justement à travailler en direct avec des founders et comme tu le dis, ils sont soumis à 1000 pressions. Il y a la pression des BA, il y a la pression des VC, il y a la pression des premiers bêta-testeurs, il y a la pression de la famille, il y a la pression des premiers clients, des personnes Ouais, qui sont là, qui disent, qui promettent je ouais. vais te payer le jour où ton produit sera sorti, à condition que ton produit me serve à ça, ça et ça. Sauf que tu as 5, 10, 15 clients, tu as 5, 10, 15 personnes qui veulent des choses différentes de toi. Donc quand tu es founder, effectivement, tu es soumis à tout ce tas de input, de stimuli. Et finalement, le seul garde-fou qui te reste, à moins d'avoir un second et qui ne soit lui pas soumis à ces stimuli-là, parce que si tu as un co-founder, un CFO, un CPO, etc., il y a de grandes chances qu'il le soit également, le dernier garde-fou qui te reste, c'est le développeur, à condition qu'il ait une certaine sensibilité produit. Et là, on parle de l'autre côté. On part de l'autre côté, et maintenant qu'on a bien trigger tous les founders qui vont nous écouter, euh, malgré la nuance qu'on vient de dire que c'est difficile, Hmm. on va leur rajouter une difficulté supplémentaire, surprise, surprise, qui est, si tu n'as pas les bonnes personnes à qui parler dans ton équipe, tu ne pourras de toute façon pas t'en sortir correctement. On va venir définir ce que veut dire s'en sortir correctement. Encore une fois, c'est une question d'objectif. Le moment où toi, en tant que founder, tu as la conviction qu'il faut aller vite, il faut aller... D'ailleurs, le vite et le bien est censé arriver en même temps. Et ces sujets-là sont les sujets de la qualité de manière générale. C'est un sujet qu'on peut aborder ensuite, mais Ouais. quand tu n'as pas les bonnes personnes dans ton équipe, mais que tu as certaines dimensions dans cette équipe qui sont présentes, par exemple un développeur hyper rapide Mhm. ou un builder hyper rapide, parce qu'on n'a pas encore parlé de code, on parle de quelqu'un qui construit. Quelqu'un qui construit de manière hyper rapide, euh, je vais utiliser un mot qui, dans ma bouche, n'est vraiment pas négatif. Quelqu'un qui est un énorme exécutant. Quelqu'un qui est capable d'exécuter avec une puissance de vélocité monstrueuse. On ne parle même pas encore de capacité, mais quelqu'un qui va très vite. Le founder, quand il voit quelqu'un qui va très vite, Mhm. ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien et il se dit, ok, cool. Mais cette personne qui va très vite, on ne sait pas encore si elle va vite et bien ou vite et pas bien. D'un point de vue des yeux du founder, parce que le founder voit la vitesse comme principale, tout est bien qui finit bien. Mais d'un point de vue de quelqu'un qui a une compréhension de comment fonctionne le produit, une compréhension de comment fonctionne l'architecture, la tech, euh,
qui a en fait cette courbe de vélocité dans la tête, qui dit que la vélocité doit systématiquement ne pas descendre trop fort et rester. Se stabiliser. Le Kraft disait constant added value, que tu vois, une valeur ajoutée constante dans le temps. C'est Évidemment que ça. la constante, elle est difficile à aller atteindre, mais on doit la viser. Et ben, c'est le moment où le CEO est maintenant convaincu que sa tech, son produit, est valide, mais en fait non. Ça va Pourquoi? se traduire par... C'est marrant, à l'époque, ça mettait une journée à sortir, et puis maintenant, ça met une semaine, et puis maintenant, ça met un mois, et puis maintenant, ça met machin. Ah, tout à fait. Ça va se traduire aussi par on n'a pas assez de bras pour ajouter des développeurs ou des builders. Ça, c'est une direction qu'on connaît très très bien avec The Death March. Mythical Man Month, blablabla. Exactement. Euh, Ça va aussi se traduire par du le founder, il est maintenant potentiellement en dissonance parce qu'il se dit mais comment ça marchait bien avant et maintenant j'ai l'impression que, j'ai l'impression que, j'ai l'impression que. Oui, bien sûr. Les gens du produit et de la tech que tu as pris, ils sont incapables de donner des indicateurs stables. On ne fait que reposer dans ce contexte qu'on vient de décrire sur du pur émotionnel. Tu vas voir ton CTO, tu vas voir ton CPO, ton tech, ton founding engineer, tu leur dis qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ces sujets là, qu'est-ce qui se passe, et ils te disent des trucs, mais comme c'est hors de ton grasp, tu peux pas saisir ni la densité ni les dimensions sur lesquelles parlent ces techs, même les techs l'ont, hein, parce que des fois les techs ils l'ont pas du tout cet esprit produit. Très communément ils ne l'ont pas d'ailleurs. Bah, tu es maintenant en dissonance. Tu te dis, mais c'était la bonne personne et maintenant ça ne l'est plus. Comment c'est... Et tu ne peux pas trouver les réponses seul. J'ai eu une discussion hier avec quelqu'un qui, qui me disait, avec qui on discutait du fait que c'est vraiment très, 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 très difficile pour un founder d'aller prendre la bonne personne. La bonne Ah, personne pour builder. et ça, c'est effectivement la chose sur laquelle je rebondirai juste après. Tu me laisses faire des monologues comme ça. Je, je. Alors, la bonne personne, c'est pas la personne qui convainc avec les mots, c'est la personne qui convainc avec les faits. Je sais que c'est ridicule à dire. Je sais que c'est ridicule à dire parce que tout le monde me dirait, mais oui, c'est une évidence, Joey. Évidemment qu'il faut convaincre avec les faits et pas avec les mots. Oui, mais c'est pas ce qu'on observe. Ce qu'on observe communément, c'est tu te pointes dans un meet-up, un machin, un truc, t'es founder ou un, tu sais, ces événements, la rencontre ton co-founder ou rencontre ton CTO ou ton CEO, machin. Et le CTO parle bien, il a une certaine éloquence, il t'a convaincu, mais il t'a convaincu par les mots. Et plus tard, tu te rends compte que bah, ta boîte, elle va pas au bon endroit, ou alors vous vous fritez, ou alors vous n'êtes pas compatible. Alors on n'est pas en train de dire qu'il n'y a qu'une seule dimension, la dimension de savoir-faire. Il y a plein de dimensions, il y a des dimensions de est-ce que l'on s'entend. Et aujourd'hui, le constat dans les boîtes tech, alors je dis un constat, mais c'est encore que mon Oui, opinion et mes observations, tout à c'est fait. que lorsqu'un CEO et un CTO s'entendent et sont capables de fabriquer quelque chose ensemble sur, disons, on va dire les 6 premiers mois, c'est un alignement de planète. C'est un réel alignement de planète rare. Moi, par exemple, tu vois, si je prends mes expériences personnelles, j'ai eu la chance sur mes dernières expériences, sur mon expérience actuelle, Mhm. de tomber avec des CEO qui, en plus d'être intelligents, étaient capables de comprendre la valeur de Joey qui est casse-bonbon, qui te dit des trucs qui, ça ne te plaît pas d'entendre ça, mais c'est important. Et il faut donner l'autonomie à ces sujets que moi je ne maîtrise pas parce qu'ils sont importants et que la personne à qui je parle est un expert de ce sujet. Le moment où tu te pointes chez ton garagiste et que euh, lorsqu'il regarde dans le moteur, il te dit il y a ces trucs-là qui ne passeront pas le prochain contrôle Contrôle technique, technique. que tu ne seras pas capable de débattre avec lui. Tu ne pourras pas débattre. Tu peux avoir Mm. le sentiment qu'il essaye de te la mettre, tu peux avoir le sentiment qu'il a raison potentiellement, parce qu'il t'a convaincu, mais tu ne seras incapable de débattre de ces choses-là. Et ce qui se passe communément, c'est
J'accepte de payer plus. Vas-y, remplace-moi mon truc. Et c'est pas parce que je suis con et que je me suis fait avoir. C'est pas parce que euh, j'ai entièrement confiance non plus. Mais c'est parce que à l'expert doit être donné cette autonomie. C'est Tout à fait. terrible. Émotionnellement, ça ne me plaît pas, mais je suis Mhm. obligé de le faire. Parce que c'est ces gens-là qui sont censés connaître. Et maintenant, si on repart de l'autre côté de la barrière, oui, et qu'est-ce qui se passe quand tu donnes l'autonomie à des gens qui sont très, très, très mauvais? Ton CTO, tu prends ton founding engineer, Oh là et là. ces gens-là sont nuls. Et J'en moi, je l'ai ai déjà vu, des bien sûr. histoires, des histoires comme ça. Je sais, je pense à quelqu'un dans ma communauté qui a également eu exactement les mêmes déboires et qui va penser la même chose que moi, mais il y a énormément de CTO qui arrivent avec une très très grosse casquette et qui arrivent avec des mots compliqués qui vont dire on va faire de l'AWS, on va faire du microservice, on va partir sur du cloud et puis on va avoir 17 trucs différents et puis on va faire du Rust parce qu'aujourd'hui le truc qui est cool c'est du Rust, même s'il n'y a personne sur le marché aujourd'hui qui est embauchable pour faire du Rust en production, il vient avec ses propres convictions et finalement ce n'est pas un CTO euh, qui a la capacité sur le terrain, mais c'est plus un CTO en fait qui a été, comment dire, un peu brainwashé par les dernières actualités et ce qui fait vendre finalement. Parce que tu vois, la seule source d'information que tu as quand tu es un non-tech, c'est d'aller ouvrir Google, de faire quelques recherches et de voir un petit peu quels sont les mots-clés les plus populaires qui vont sortir. Et donc, du coup, la question enfin, le sujet sur lequel je voulais rebondir un petit peu plus tôt, c'est à quoi doit ressembler le profil idéal du builder lorsqu'on est au début d'une startup. Parce qu'on a vu, c'était plus une expérience de pensée plus qu'une preuve, mais un exécutant brut, c'est-à-dire quelqu'un qui peut avoir aussi bien 1 an, 2 ans d'expérience que 5 ans d'expérience, qui sait aller vite, qui sait coder vite, qui sait imbriquer du HTML, du React et éventuellement du Node.js sur un serveur SQL, donc vraiment quelque chose de très rudimentaire, mais qui sait le faire vite, n'est vraisemblablement pas le profil idéal parce que très rapidement, si le développement du produit prend un peu de temps, parce que c'est un sujet complexe, il y a de la R&D, etc., si ça prend 3 mois, 6 mois, inévitablement, on va arriver au stade où il va falloir tout refaire ou alors où on va être au ralenti le plus complet. Et même si la boîte est lancée, au bout de 3 mois, 6 mois, un an, exactement les mêmes déboires. Donc je pense qu'il est raisonnable de dire que l'exécutant n'est pas le profil idéal pour lancer une startup. À quoi ressemblerait le profil idéal à ce moment-là? Moi, j'ai quelques pistes en tête, j'ai quelques stéréotypes qui me viennent en tête, et je pense qu'à minima, la compétence nécessaire que doit avoir cette personne, c'est une sensibilité produit, et idéalement, ce doit être quelqu'un qui a déjà fait ce parcours pour lui-même. Et c'est quelque chose que je Alors, retrouve très souvent chez les développeurs, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs qui ont envie de lancer leur propre petit projet, leur propre side project, et qui vont vivre l'aventure un peu micro-startup, lancer un micro-SaaS sur LinkedIn, enfin sur les stores, pardon. Et je pense que ces profils-là déjà commencent à se rapprocher un peu plus du bon profil que le simple exécutant qui n'en a jamais lancé. tu as répondu à une question qu'il y avait entre tes deux points. Mon premier point, c'était une personne qui est capable d'aller vite, machin, etc., par rapport à Oui. une personne qui a déjà fait. La personne qui a déjà fait, est la solution à la question. Oui, mais alors dans ce cas-là, comment être certain que la personne est la bonne? Ok, c'est A déjà vraiment très fait. difficile. Comme tu disais, t'es founder, tu vas sur Google, tu recherches des mots-clés. Alternative, tu demandes à des amis à toi. Troisième alternative, tu demandes à ton ancien CTO si tu es un multi-founder, par exemple. Quatrième alternative, tu te rapproches d'incubateurs, d'espaces start-up, de trucs comme ça pour essayer de demander des choses, des conseils. Euh, euh, Cinquième alternative, tu peux même aller demander publiquement sur LinkedIn, ouais, je comprends pas comment recruter le. Ok, c'est pas très grave Mhm. de dire un truc comme ça, c'est même avenant, hein. Et Mhm. puis tu dis quelqu'un qui l'a déjà fait. Ok, cool, très bien. Quelqu'un qui l'a déjà fait. On met de côté la partie du ouais, moi j'aimerais bien devenir CTO en early, mais je l'ai jamais encore fait. On la met de côté. La personne qui a déjà fait, euh, elle peut convaincre, elle convainc plus facilement. C'est un fait. C'est sûr. Moi, je l'ai déjà fait. J'arrive à convaincre très facilement des nouveaux fondeurs. J'ai des amis qui l'ont déjà fait. Ils disent, bon, j'ai été CTO pendant plusieurs années, j'ai construit, on est passé de 0 à 60, machin, etc. Ok, ils convainquent très facilement. Pour autant,
convaincre avec les mots, c'est toujours pas convaincre avec les faits. Parce que le moment où tu dis, j'ai passé les 4 dernières années dans une fintech, Mhm. qu'est-ce que tu veux faire comme projet, toi? Oh, tu as comme projet de fabriquer un SaaS dans l'aéronautique? Ok, bon. Il y a des C'est choses, sûr. tu vois qu'il Il y y a a d'autres questions à décalage. se poser. Exactement, il y a un petit décalage, il y a d'autres questions à se poser. Euh, je ne crois pas en les profils qui sont capables de s'ancrer partout day one. Par contre, je crois aux profils qui sont capables de dire ton métier est bien différent de ce que je connais. Je vais l'apprendre, pour être simple. Ça, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression qu'on est en train petit à petit de resserrer les taux autour du profil qui a l'air hypothétiquement idéal pour lancer une startup. Donc, déjà, être exécutant simple, ça n'est pas suffisant. Mm. Ensuite, être un exécutant, enfin, une personne qui a déjà construit un produit, ça n'est pas non plus suffisant parce que avoir construit un produit dans un domaine ne signifie pas que tu sauras construire un produit dans un autre domaine. Et donc, du coup, la qualité que l'on recherche ici, c'est celle de la personne qui est capable de réaliser qu'elle ne sait pas, mais qui sait également poser les bonnes questions et travailler en collaboration avec le sachant pour construire le produit que l'on veut construire. Et là, déjà, on est en train de se rapprocher d'une des méthodologies dont on parle assez souvent sur LinkedIn, c'est le domain-driven design. Ouais, ouais. Donc, à minima, être quelqu'un qui a une sensibilité pour essayer de comprendre le problème qu'il ne comprend pas. Et là, on parle. Une sensibilité et ou la volonté, oui, tout à fait. Parce que je connais aussi des gens parmi mes amis, ou des contacts, disons, des connaissances, qui sont CTO et qui se disent, oh, moi, le contexte où j'en ai pas grand-chose à faire, C'est des- qui viendrait dire, moi, je suis spécialisé sur du, je sais pas, on va pas dire du zero to one, parce que zero to one, c'est déjà massif. Ils sont Mhm. spécialisés sur je te bootstrap le truc en 6 mois, 1 an, et puis de toute façon, en fait, ton domaine, c'est pas très grave parce que moi, je te donne en main, je te fais la fameuse grande exécution, mais avec en plus la confiance que je l'ai fait 1000 fois et je peux le faire simplement. On recadre un petit peu, si tu veux, parce que c'est vrai que tout ça, c'est intéressant, mais si on recadre sur le faut-il coder les choses, les construire, entre guillemets, bien, je pense que c'est le moment de définir ce qu'on entend par bien. Euh, C'est vrai que c'est un des gros problèmes que l'on a dans l'ingénierie logicielle, et c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est que justement, on est incapable de définir objectivement ce qui est un bon code et ce qui est un mauvais code. La seule piste que j'ai de tête, je veux dire, l'avant-dernière piste, c'est Clean Code, sauf que Clean Code, c'est un livre qui se veut être opinionated, donc subjectif, qui n'est pas basé sur de la data. Mais l'ancêtre de Clean Code, c'est Code Complete. Et Code Complete, lui, de Steve McConnell, il est intégralement appuyé par des études. Donc chaque conseil qu'il va donner sur la façon d'écrire les fonctions, les objets, les classes et la structure des méthodes, etc., est basé sur des études. Le problème, c'est que de mes propres recherches, il n'y a pas vraiment beaucoup de nouvelles études qui s'intéressent à savoir ce qui est le bon code, le mauvais code et quelles sont les bonnes pratiques qui amènent à un bon programme et les mauvaises pratiques qui amènent à un mauvais programme. Donc, moi, ma conclusion aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas établir de règles, de lois objectives, purement vraies et absolument non débattables. On est obligé de se mettre d'accord dans une équipe sur ça, ça nous convient et on estime que c'est une bonne façon de faire. Ça ne nous convient pas et on estime que ce n'est pas une bonne façon de faire. Ah, là, tu vois, pendant que tu disais tout ça, déjà, je suis 100% d'accord avec toi sur ce qui vient d'être dit. Mhm. Et je crois que les gens qui vont nous écouter, si des gens nous écoutent, se diront qu'on a loupé une étape. Et avec cette dernière proposition, tu viens tenter de la rattraper un petit peu. L'étape que l'on a loupée, c'est on commence là maintenant à parler de code, alors qu'en réalité, le sujet était plus de l'ordre du qu'est-ce que c'est bien construire au début d'une startup. Donc, comme on disait, au moment où on n'a pas d'argent, on n'a pas de truc, on n'a qu'une idée. Et aujourd'hui, ce que le produit nous dit, d'ailleurs en collaboration avec le sales, le growth, etc., c'est on va mettre en place un moyen de répondre aux premières questions.
aux premières questions qui sont de l'ordre, est-ce qu'il y a un besoin, machin, etc. Côté Mhm. growth, ça, on parlera de waiting list, on parlera de potentiellement qualifier des gens, on parlera d'aller mettre des choses qui ne sont pas ce que l'on construira, ce qui n'est pas le résultat d'une construction brutale, cette chose-là dans les mains de vrais clients, potentiellement gratuitement. Le but, c'est de répondre à une question. L'extrême de ce que je viens de décrire là, peut-être que je ne l'ai pas très bien décrit, mais l'extrême de ce que je viens de décrire là, c'est, écoute, on imagine créer un service plus tard qui machin, on fait tout par email. Dans un premier temps, on fait tout par email. C'est moi qui gère en no-scale. C'est comment on appelle ça? Ouais, c'est ça, c'est no-scale. Genre, tu fais tout à la mano, t'en as rien à faire. Tous les jours, le but, c'est de se faire livrer une pomme. Moi, je te fais la livraison de pommes tous les jours. Bam, bam, bam. Et puis, à un moment, on voit si ça répond aux besoins. Je veux savoir si, avec une plus grande audience, je suis capable, s'il y a un besoin, waiting list. La waiting list, c'est la base de la base du growth. Tout à fait. Et ça, du coup, ça ne demande pas de code, ça ne demande pas de builder. Si jamais on doit être nuancé, on peut dire, oui, c'est vrai, tu fais 2-3 no-code et 2-3 clic-clic, et puis ça te permet d'avoir une petite machine qui vient répondre à ces questions-là. Tout Une à fait. fois que tu as la réponse à ces questions, tu viens sélectionner ton besoin minimum. Je ne vais même pas parler de MVP, parce que MVP, c'est peut-être un petit peu plus loin, mais une sorte de besoin minimum primaire. Et le besoin minimum primaire, petite side note humoristique, ce n'est pas une page de login, au passage. Une fois que tu as le besoin primaire, tu peux le développer. Et c'est là où on rentre dans le fameux point dont tu disais. Qu'est-ce que c'est que bien développer ce besoin-là? Et puis ensuite, on peut partir dans toutes les élucubrations tech qui nous feront faire en sorte que ce soit le moins coûteux, le plus rapide, le plus léger, le plus ou moins reprenable. Et c'est Mhm. là, du coup, où ton dernier point tente de Mhm. rattraper toute cette conversation que je viens de résumer un petit peu, qui est, je ne recommande vraiment pas de s'arrêter à des, entre guillemets, évidences lorsqu'on fabrique la boîte. Je recommande de surexpliciter absolument tout. C'est-à-dire. C'est-à-dire, le moment où tu démarres la boîte, ce qui coïncide d'ailleurs avec le moment où tu commences à créer de la confiance avec les gens avec qui tu travailles, où tu commences à créer du karma avec les gens qui vont, disons, tenter de répondre à la question est-ce que j'ai vraiment un besoin, avec des potentiels clients, prospects, etc. C'est le moment où chaque terme peut te créer un cône en fait de dispersion sans faire exprès sur ta Mhm. trajectoire. Mhm. Si je te dis Anthony, toi et moi, on va fabriquer quelque chose. On est à l'étape où on se dit qu'on va commencer à coder, ce qui n'est pas déjà intuitif. Et j'aimerais que ce code, ce soit du bon code. Bah, c'est pas clair. Tu sais pas ce que c'est du bon code, je sais pas c'est quoi du bon Tout code. à fait. Donc on va le spécialiser. Je te dis, ah ouais, il faut aller plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire plus vite? Je comprends où tu veux en venir. Et tu veux dire, ouais, non, mais c'est parce que machin, c'est pas le bon client. Pourquoi ce n'est pas le bon client? Qualifie-moi. C'est quoi le bon client? Tu vois, on parle je crois qu'on dit ICP, on dit persona dans le produit, c'est les différentes personnes. D'ailleurs, c'est pas vrai, ces deux notions ne sont pas les mêmes. C'est les gens, en fait, qui sont ton target audience. Si on ne vient pas surexpliciter absolument tout ce qu'on dit, et donc réduire le cône de dispersion par rapport à notre trajectoire à tous, on sera incapable de créer un début de boîte valide. Mais vraiment parler de code, de machin, de trucs, parce que le code dans tout ça, c'est anecdotique. Ce que j'aime bien Donc, dans nos conversations, Anthony, souvent, c'est que euh, j'essaye d'être complémentaire de ta compréhension et de ta connaissance, parce que je pense que tu as une connaissance de comment construire des choses qui est supérieure à la mienne, déjà. Moi, j'essaye de toujours voir les choses d'un point de vue communicationnel, organisationnel, euh, et dynamique, que ce soit des dynamiques de pouvoir, des dynamiques sociales, des dynamiques d'influence, etc. Euh, une fois, fin de la side note, une fois qu'on a spécialisé tout ça, on ne peut pas se tromper. Soit on s'est tous trompés ensemble, d'un commun soit accord. ce serait vraiment dingue que parmi les 2, 3, 4 personnes qui sont en train de fabriquer ce quelque chose, on en ait une qui soit partie complètement à l'ouest parce qu'elle n'a pas compris de quoi on parlait. Euh, c'est d'autant plus important de spécialiser les choses le moment où, parmi ces 4 personnes, euh,
on a 4 domaines d'expertise différents. Ça résonne beaucoup avec ce que je vis en ce moment, ce que tu es en train de dire justement, parce que j'ai lu un livre il y a un mois ou deux à peu près, qui s'appelle The E-Myth, donc le mythe de l'entrepreneur. J'en parle beaucoup en ce moment aux personnes dont je suis proche sur mon Discord, etc., parce que je pense que c'est un livre, même s'il s'adresse à la base aux personnes qui sont juste des solo-entrepreneurs qui veulent lancer leur petit business, c'est quelque chose qui se veut dans l'ambition s'adresser à tout le monde parce qu'il prend l'exemple justement de comment fonctionnent les très très grandes entreprises. Et il y a un point commun au succès des entreprises, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites, c'est justement dans l'art de systématiser les process. Là où je veux en venir, c'est que comme tu le dis, pour systématiser un process, il faut que les étapes, elles soient extrêmement explicites. Il faut que les métriques, les valeurs, les lois, les règles que l'on veut suivre soient extrêmement explicites. Dans notre boîte, nous valorisons telle action, telle action, telle action, Mhm. parce que telle mesure, telle mesure, telle mesure nous indique que nous allons dans la direction dans laquelle nous voulons aller. Donc c'est toujours mesuré mathématiquement, ça n'est pas au pifomètre. Et c'est toujours quelque chose de systématisé. On veut faire en sorte que le cadre dans lequel les personnes travaillent dans la boîte, que ce soit dans le développement, le produit, la finance, l'investissement, etc., que ce cadre-là, pardon, soit réfléchi, explicite, parce que justement, on ne veut pas commencer à se poser des questions qui sortent du cadre. Tu Et ne donc, veux, on veut éliminer tout un tas de questions qu'on ne veut pas se poser quand on développe une entreprise. tu ne veux pas d'interprétation possible. Exactement. Tu veux une seule explicitation. Exactement. Et je dirais, tu as certainement été confronté à cette problématique toi-même en tant que CTO. La question pour moi la plus difficile dans un poste de CTO en early stage, une startup qui va commencer à lancer des recrutements et qui va commencer à faire monter des développeurs sur sa boîte, c'est comment est-ce que je rationalise le processus de développement dans ma boîte? Et inévitablement, lorsque tu réponds à cette question, tu réponds également à la question de quoi a-t-on besoin et qu'est-ce qu'un bon code? Ouais. Je vois exactement là où tu veux en venir. Je fais le fameux complémentaire à ça. Le moment où tu parles de quels sont tes processus de développement, euh, déjà, je n'accepte d'en parler que si ce processus de développement est en réalité un sous-ensemble de un processus d'entreprise. Ça, c'est intéressant. Ouais. Je refuse de commencer, par exemple, à parler de est-ce que je fais du Scrum, du Agile, du truc, du machin, si avec les gens qui fabriquent, les développeurs, etc., par exemple, ou le développeur dans un premier temps, si je n'ai pas compréhension de ce qui se passe autour de moi. Donc, on est d'accord que c'est quelque chose de systémique. Ce n'est pas quelque chose qui vit dans sa C'est bulle, que holistique, l'on en effet. peut. Ouais. On ne peut pas prendre des décisions dans une bulle, on prend les décisions comme faisant partie d'une stratégie ou d'une vision globale. Oui, parce que on va pas utiliser des gros mots, parce que j'en ai plein qui me viennent, des noms enfin, de choses, je pense que tu t'entrevois, mais Oui. je, la tech, le produit, c'est un comment d'un quoi. Ce quoi, c'est l'entreprise elle-même. Cette entreprise, le moment où elle a un objectif business, alors la totalité de ses composantes doit venir soutenir cet objectif business. Et n'entendez pas ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il n'existe pas d'objectifs locaux. Je n'ai pas dit qu'il n'existe pas des objectifs dont la compréhension échappe à tout le monde. Mhm. Dans la tech, il y a des objectifs qui échappent à tous les autres. Dans les sales, il y a des objectifs qui échappent à tous les autres. Dans le Tout à business fait. aussi, dans le produit. Ce que je suis en train de dire, c'est que chacune de ces silotations ou équipes ou squads ou segments de la boîte doit venir soutenir l'objectif de l'entreprise. Si l'entreprise dit nous avons comme vocation de devenir l'acteur qui vend le plus de pommes que tout le monde par mois, objectif absurde pour illustrer, alors on doit venir implémenter tout ce qui est en notre pouvoir et connaissance domaine spécifique local dans chacun de ces fameux segments locaux
pour soutenir cet objectif. Le problème de certaines boîtes qui n'ont pas saisi l'importance de la communication et de l'explicitation et de ce fameux cadre, c'est que le moment où j'ai comme objectif de vendre le plus de pommes que tous mes autres concurrents par mois, euh, la tech entend ça et se dit oui, enfin bon, ça change pas grand chose pour nous, c'est un objectif tel que ça vaut machin truc. Euh, c'est pas incarné par ce que l'on va faire. Les autres segments de la même manière. Le SDR, il se dit, bon, de toute façon, un SDR, j'appelle, machin, etc. Le BDR, hey, c'est bon, moi je prends, je fais signer, machin truc, il suffit de parler. Finalement, l'objectif entre vendre des pommes ou alors balayer, c'est pareil, hein, c'est un objectif qui est similaire dans mon. Non, en fait, on va venir incarner les choses, on va venir trouver la bonne réponse à ce besoin métier. Si on doit parler de code à un certain moment et d'architecture, parce que c'est vrai que là, jusqu'à maintenant, on parle d'organisationnel, on parle de fabriquer des boîtes, des startups, des trucs. Il y a peut-être des gens qui vont nous écouter qui sont très tech et qui auraient aimé qu'on parle d'architecture. On peut migrer vers cette conversation-là et on peut dire bien coder, bien construire. Encore une fois, souvenez-vous au moment où on a décidé que c'était valide. Et coder n'est pas valide day one. Alors, ce comment doit lui-même venir soutenir cet objectif de boîte. Si regarde, il y a un type de boîte dont on parle rarement, c'est les, euh, je sais pas comment appeler ça, des boîtes de l'ordre du duplicate business, des gens qui viennent dupliquer des business existants. Ah oui. Ces boîtes-là, on en parle rarement, c'est des boîtes qui se greffent sur des marchés qui ne sont pas des single actor market, quoi, tu vois, c'est des boîtes sur lesquelles on peut avoir un marché partagé sur pas mal d'acteurs, et c'est pas un winner takes all, comme on dit. Et dans ces boîtes-là, on a besoin de rapidité pour fabriquer des choses et potentiellement que pour fabriquer des choses, on n'a pas besoin de beaucoup d'analyse du produit. Parce que l'analyse a déjà été faite en amont. Alors, en amont ou par d'autres. On appelle ça, par exemple, tu vois, le feature parity et ce genre de choses. Oui. Le moment où, en fait, il y a un acteur du marché que tu essayes de prendre qui fait cette chose-là et que cette chose-là fonctionne, pourquoi est-ce que tu te mettrais à faire des analyses produits de cette chose-là? Et encore une fois, il y a des gens qui écouteraient ça et qui diraient oui, mais Joey est en train de dire qu'il ne faut pas analyser le marché. Mais non, pas du tout. Je suis en train de dire qu'en fait, la nuance est possible et qu'il existe des domaines dans lesquels on a potentiellement, on peut ne pas le faire. Il n'y a pas d'extrême de je le fais jamais ou de je le fais tout le temps. Puisqu'on en vient à parler d'architecture, de la même manière, si moi, tu me dis c'est la Fashion Week dans un mois. On m'a un exemple qu'on m'a donné il y a 15 ans d'ailleurs, quand j'ai démarré ma carrière, que je trouve génial comme exemple, et qu'on me dit bah, faut que ce soit prêt, et puis de toute façon, 2 semaines après la Fashion Week, mon site il est down, on s'en fout, il va disparaître. Je peux t'assurer que je ne vais pas mettre un niveau de qualité qui est le niveau de qualité que je défends lorsque je fabrique un core banking system. Et c'est normal, cette nuance-là est intéressante. On n'a même pas encore mentionné Cleanarchy, machin, etc. Mais vous voyez, on entrevoit déjà ces sujets-là. Tout à fait. Et moi, je dirais que peut-être que la propriété qui différencie le plus le site que tu vas sortir pour la Fashion Week et qui va être down pendant 2 semaines après, de l'application de founding, de gestion d'argent, je crois, de ce que tu as dit, c'est qu'il y en a un qui est sur un court terme et il y en a un qui est sur un long terme. Donc finalement, le Exemple? gros delta entre les deux, c'est la maintenance. C'est le fait qu'il y en a un qui est Oui. vivant, qui doit évoluer et vivre. Ouais. L'autre n'a pas besoin d'évoluer ni de vivre. Ouais. Comme le temps passe, je propose un truc. Je Ouais, propose que tous ces sujets de l'ordre de l'architecture et du code, parce que toi et moi, c'est notre passion, ce truc-là. tout à fait. On pourrait en parler pendant très longtemps. Et dans nos conversations, on tire à vouloir parler de ça parce que ça nous intéresse. Pour autant, je trouve que notre conversation, là, elle a un intérêt qui est beaucoup plus de l'ordre de la structure. Donc, si on Oui, peut recadrer oui, et qu'on remonte à qu'est-ce que c'est faire du bon code, qu'est-ce que c'est faire de la bonne construction, en tout cas dans une startup qui naît, oui, on a donné la réponse et on peut la récapituler. On se retrouve à l'instant zéro et on essaye de valider des hypothèses. On doit d'ailleurs valider ces hypothèses à un coût qui est proche de zéro, tout à fait. Que ce soit le plus rentable possible, étant donné qu'on ne gagne pas encore d'argent. évidemment. Le moment où on a
réussi à répondre à des questions minimum, à entrevoir qu'il existe un besoin, on peut commencer non pas à coder, mais à construire. Construire, ça peut être une waiting list, ça peut être euh, un flow automatisé N8N, des bêtises, Un formulaire envoyé par email avec Tally. du pur no scale. Et puis, si on arrive à avoir, mot officiel, une traction, alors dans ce cas-là, on peut se dire, nous décidons de commencer à fabriquer quelque chose. Est-ce que ce que l'on va fabriquer a pour vocation d'être temporaire ou non? Si c'est temporaire, on en tire des conclusions et des actions spécifiques et on se dit, bon, bah, on va pas mettre un seuil très haut dans telle dimension. Si ce que l'on fabrique est le début d'une histoire que l'on veut faire durer des années, alors on doit mettre de notre côté absolument toutes les clés qui nous permettra de maintenir cette plateforme, de sauvegarder la connaissance métier, parce qu'en réalité, nous ne sommes que de la connaissance en tant qu'ingénieur. Tout Le à moment fait. où tu remplaces un ingénieur par un autre, ce que tu as perdu, c'est pas de la compétence, c'est de la connaissance. Euh, et donc, on a besoin, à ces différents instants, de gens qui sont bien différents. On m'a posé la question, est-ce que tu recommandes à un founder non-tech de prendre un CTO Day One? Et j'ai répondu que déjà CTO ne voulait rien dire et qu'il fallait venir le définir. Mais si on passe cette blague-là, je lui ai dit non, pas un CTO, mais au moins quelqu'un qui ait une grande sensibilité sur cette étape de la boîte. Qui est là Qui pour est... accompagner la boîte ouais, juste de day zéro à le jour où le produit commence à se lancer, quoi, à avoir ses premiers clients. Au exactement. moins, Parce au que moins. un professeur de petites écoles n'a pas les mêmes enjeux qu'un professeur de collège, qui n'a pas les mêmes enjeux qu'un professeur d'université. Et pourtant, ces trois personnes sont importantes à leur stage de la boîte, à leur étape de la boîte. Le professeur ici, c'est la métaphore de l'accompagnant d'un domaine. Et pas dans le sens domaine métier, mais du domaine de la tech ou le domaine du produit ou le domaine du sales. Parce que je peux t'assurer que quand ta boîte elle a 5 ans, tu ne vends pas de la même manière que quand ta boîte elle a 1 an, que quand elle a 2 jours. Euh, c'est ça la réponse. On vient de résumer la réponse à comment bien faire les choses lorsqu'on monte une boîte la première fois. C'était extrêmement intéressant comme sujet et comme on a pu le voir, on a ouvert au moins 40-45 portes On qu'on est a beaucoup de techos. simplement entrouvertes en fait. On a juste d'un coup de vent dire ah bah tiens, il y a ça ici, hop, on les a refermées. Et je pense que du coup, dans les podcasts à venir, on va certainement essayer de s'intéresser un petit peu aux quelques portes que l'on a ouvertes, notamment, comme tu l'as dit, celle de l'architecture logicielle. Ce qui pourrait être sympa, par exemple, c'est de se projeter dans l'étape d'une startup qui a déjà son produit market fit et qui est Ouais. déjà en train de prendre ses premiers clients, voire de lancer sa première levée de fonds. Euh, à cette étape-là, comment faire en sorte que le programme soit le support de l'entreprise et ne vienne pas au contraire Ah oui. lutter contre la progression de la boîte, quoi. Oh oui, et on parlera de dette technique, on parlera Ouais. de conduite du changement, on parlera de loi de Conway potentiellement, Ah bah on parlera évidemment, de... évidemment, on est Bien obligé. évidemment, je l'associe, tu Tu sais, parles d'architecture, tu parles d'organisation, tu parles de loi de Conway. ou de mirror architecture, tu vois, Oui, qui sont des reverse Conway maneuver, des choses comme ça. tout à fait. Je, 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 je sais que dans ma boîte précédente, les gens me voyaient comme un illuminé de la loi de Conway, donc je serais biaisé. Mais on parlera aussi de l'émotion que l'on peut ressentir quand les choses allaient bien et qu'elles ne vont plus bien, et on viendra définir bien, c'est multidimensionnel. On parlera de dynamique d'influence des différents groupes, que s'il est vrai que tu as besoin d'une personne à cette étape-là qui est spécialiste de cette étape de la boîte, alors que tu avais des gens qui étaient là depuis le début, alors potentiellement ça va clasher sur les attitudes. Pourquoi est-ce que moi qui ai construit ça depuis 6 mois, maintenant vous mettez ce gars-là dans les pattes Ça peut être des situations qui sont complexes et qui sont en réalité profondément humaines. On ne parle en réalité ici plus de tech. Euh, mais ce ne sont que, en effet, des fenêtres qu'on a entrouvertes.
On pourra en parler une prochaine fois. Merci beaucoup au passage, Anthony, pour cette conversation. Bah, c'était un plaisir. Et puis, à la prochaine. Hop.